Bonjour à toutes et bienvenue dans ce temps d'échange avec Lucille Quillet, qu'on est très heureuse d'accueillir cette année dans cette édition 2026 de Profession L. Alors Lucille, vous êtes journaliste avant tout, conférencière, coach perso et pro. Pro, mais Pro. du coup perso. Le pro Et étant le perso aussi. c'est vrai, Tout est imbriqué. on va y revenir d'ailleurs. Et membre de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes. Et puis, et c'est pas négligeable, maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Alors, vous avez travaillé au Madame Figaro, vous collaborez régulièrement pour de nombreux hebdomadaires, dont l'Express. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, Le prix à payer. Alors, je vais vous le montrer parce qu'il est très reconnaissable dans les rayons de librairie. Le voici, qui a été adapté en BD, que voilà, et dont le propos est pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour. Ça donne une idée super du ambiance. contenu de cette C'est conférence. un super cadeau de Saint-Valentin. Et puis vous avez également écrit un livre de coaching qui s'appelle « Comment devenir badass au travail ». Devenir badass. Comment Oui, devenir c'est badass au travail. Qui se décline ici sous forme de podcast pour Welcome to the Jungle, c'est ça? Non. Ah, mais c'est pas grave. Bon. Et c'est une idée que je souhaitais vous C'est soumettre, une en idée. fait. Bon, bah, je vais vérifier mes sources. Vous avez également écrit Le coût de la virilité. Non, c'était pas moi. C'était Ça, pas c'est vous. Lucille Pétavin. Ah, c'est la personne avec qui vous travaillez au sein de l'Observatoire, c'est ça? On D'accord. fait des notes ensemble. Mais son vous livre devez, est très bien. vous devez lisez-le. être très complice et complémentaire, Oui, on puisque se connaît le très bien, sous-titre oui, est bien ce sûr. que la France économiserait si les hommes se comportaient en femmes. 95 milliards d'euros par an. Pas mal. Là encore, ça vous donne une idée de la tonalité de nos échanges. Et la raison, entre autres, pour laquelle on vous accueille aujourd'hui, c'est pour ce nouvel ouvrage absolument passionnant, déroutant, énervant, que je vous conseille d'ores et déjà, qui s'appelle Les Méritantes, paru aux éditions des Liens qui libèrent, ou Comment le monde du travail trahit les femmes. Je dois dire que vous avez un certain talent pour les sous-titres, très parlant. Alors, vous réalisez un travail de plaidoyer pour donner aux femmes la place qu'elles méritent. Et j'ai envie de demander pourquoi vous avez fait du travail votre champ d'investigation pour défendre notre cause, puisque je crois qu'ici, nous sommes à peu près toutes des femmes. Lucille. Oui, merci. Moi, j'ai grandi en lisant la presse féminine. C'est une presse que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours et qui m'a beaucoup stimulée et nourrie, qui m'a beaucoup aidée à me projeter dans une vie adulte en tant que femme, libre, indépendante, bon, avec certains clichés, certes, mais quand même, ça m'a beaucoup nourrie. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai voulu devenir journaliste, je voulais parler de la vie des femmes, des sujets société notamment, mais dans la presse féminine, je trouvais qu'il y avait un grand absent qui était le travail. Alors à l'époque, moi j'étais jeune, donc je ne savais pas forcément tout ce qu'il y avait dessous. Moi j'ai grandi avec une mère qui était chef d'entreprise, qui travaillait dans le médical, qui avait des permanences, des gardes, dans un couple en fait assez avant-gardiste avec mon père, ou c'est plutôt mon père qui s'est adapté à sa carrière à elle. Ça je l'ai compris bien plus tard. Mais donc c'est vrai que je me doutais pas forcément de tout ce qu'il y avait sous le capot de ce sujet du travail, mais dans la presse féminine, on connaît très bien les rubriques classiques de fin de magazine qui sont celles qui adressent le quotidien. Donc il y a food, cuisine, déco, enfants, sport, nutrition et j'en passe. Mais le travail était absent. Et du coup, j'étais curieuse. Je me disais, mais quand même, ce qui nous occupe du lundi au vendredi, il y a peut-être des choses à dire. Et là, je vous parle de ça, c'était vers 2012, 2013. Et moi, j'ai pu commencer à travailler, j'ai fait mes études de journalisme en apprentissage, donc j'ai pu intégrer une rédaction rapidement. Je me suis retrouvée au Madame Figaro, donc une rédaction féminine sur le web où on avait beaucoup de liberté. Et j'avais une rédactrice en chef qui m'a fait confiance et qui m'a dit « Vas-y, si tu veux creuser le sujet du travail, voilà ». À l'époque, on parlait des inégalités de salaire en disant « Bouh, c'est triste, il y a des inégalités de salaire ». Et en disant que les femmes devaient oser, devaient être audacieuses. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je ne comprenais pas c'est quoi oser, comment, quelles sont les règles du jeu.
Donc en fait, j'ai commencé à parler du travail par un prisme très empowerment de comment est-ce qu'on détruit le plafond de verre, comment est-ce qu'on a les mêmes carrières que les hommes, comment on fait pour tout avoir et tout. Et puis après, ça nourrit tellement d'autres sujets. C'est par cette entrée-là qu'en fait, je suis arrivée à écrire Le prix à payer, parce que j'ai vu que la vie personnelle, c'était le caillou dans la chaussure des femmes, et tout l'argent qu'elles ne récoltaient pas, et toute la reconnaissance qu'elles ne récoltaient pas de la part ou de leur conjoint ou de la société pour toutes ces adaptations qu'elles font. Et que la société repose quand même sur les dévotions invisibles des femmes et qu'on n'en parlait pas assez. Donc c'est vrai que ça m'a mené à beaucoup de constats. Et en fait, le travail, je trouve que c'est un carrefour d'observation fantastique parce qu'on comprend des choses de la vie personnelle. On comprend évidemment des choses du monde du travail, de la vie professionnelle, de ce qu'est la réussite aujourd'hui. Et on observe la place des femmes dans la société. Les trois sont là. Le travail, c'est aussi ce qui nous permet de gagner notre vie, ce qui nous permet de gagner de l'argent, donc ce qui nous permet d'être indépendante. Donc c'est un vrai sujet aussi. Après, ça soulève plein d'autres questions. Moi, c'est un peu le propos aussi dans le Méritante, c'est de dire qu'il y a une forme de trahison, parce qu'on nous a présenté ce travail comme le tremplin de notre émancipation. Là où justement on allait être indépendante, gagner notre vie et gagner en pouvoir et qu'il fallait du coup s'accrocher à son travail. C'est nos grands-mères qui nous disent « sois indépendante, t'arrêtes jamais pour t'occuper de tes enfants ». Voilà. Sauf qu'en fait ce terrain-là il n'est pas neutre. C'est un autre lieu du patriarcat. C'est un autre lieu qui favorise les hommes et du coup, après toutes ces années d'observation, moi j'ai l'impression qu'on est comme des hamsters dans une roue qui courent très vite et qui s'épuisent. Et on ne dit pas assez, à mon goût, que le travail est un lieu pensé, structuré pour les hommes. Alors on va évidemment revenir sur tout ça, mais ce qu'on peut dire en préambule, c'est que ce livre, il est vraiment destiné à toutes les femmes qui travaillent dans une entreprise, les femmes qui travaillent pour leur entreprise, mais les femmes qui travaillent aussi à la maison. Et c'est un peu ce qui relève un peu votre propos et qui traverse en fait le livre du début à la fin. Et on se dit surtout en le lisant, mais à travers toutes les situations que vous décrivez, dont on n'a pas nous conscience et pourtant que l'on vit et que l'on assume, à chacune des clés que vous dévoilez, on se dit mais bon sang, mais ça c'est moi, et ça c'est moi aussi. Et on se dit, mais c'est pas possible, en fait, j'en ai pas conscience. Donc, c'est un propos finalement très universel que vous développez. Oui, je suis contente parce que c'était le but du livre. Je l'ai écrit en sachant que c'était des femmes qui allaient le lire. Et on parle beaucoup d'égalité professionnelle, on parle beaucoup des quotas, des inégalités de salaire, tout ça. On revient toujours un peu aux mêmes idées reçues sur le travail des femmes. C'est que oui, elles osent pas assez, elles négocient pas assez, elles sont plus souvent à temps partiel. Donc, en fait, les inégalités de salaire, on les justifie très rapidement et on s'en contente de dire oui, il faut que les femmes s'orientent vers les métiers majoritairement masculins, donc mieux rémunérés, il faut qu'elles négocient plus leur salaire, il faut qu'elles travaillent moins à temps partiel. Sauf qu'en fait, quand on creuse ça, on voit que c'est pas du tout une question de choix, c'est aussi une question de structure. Et la progression du livre, elle suit un peu, moi, ma progression de la réflexion aussi sur ce sujet. C'est de rentrer par un prisme très empowerment, où on se dit, négocier, faire son autopromotion, comprendre les règles du jeu, ce qui du coup s'adresse que à certaines femmes, celles qui sont dans des bureaux, qui peuvent télétravailler, qui sont cadres sup, qui sont dans des professions où on peut négocier son salaire. Et en fait, plus on progresse, plus on se rend compte que c'est des faux arguments. Même quand on règle son comportement selon les bonnes règles de réussite, il y a tellement de doubles standards qui continuent de s'appliquer que ça révèle une forme de mépris généralisé du féminin dans le monde du travail, parce que après ça touche du coup aussi des professions hors CSP+, bureau. La sage-femme, les soignantes, la boulangère qui n'est pas reconnue, tous les métiers majoritairement féminins qui sont sous-estimés, dont la pénibilité est sous-reconnue, dont les compétences sont sous-reconnues, dont la participation à la productivité de notre société est sous-reconnue. Tout ça, c'est du sexisme généralisé dans les grilles de classification. Ça va beaucoup plus loin. Donc en fait, c'est vrai que ça s'adresse à
à toutes les femmes. Je ne sais pas si voilà, peut-être que toutes les femmes ne le liront pas aussi parce qu'on n'a pas toujours envie de rentrer chez soi le soir et de prendre un essai qui met en colère. Alors ça me fait plaisir quand vous dites que ça, voilà, ça met un peu en colère. C'est aussi très enthousiasmant parce qu'on se dit qu'on a quand même des clés. Mais le but pour moi des Méritantes, c'était de voir différemment ce qu'on vit tous les jours et ce qu'on a tellement intégré comme la normalité. Vous dites les dés sont pipés en fait. Les dés sont pipés d'avance, mais on a tellement appris que c'était à nous de nous adapter, qu'il fallait prendre son carton d'invitation et dire merci, j'ai le droit de travailler, c'est génial, j'ai de la chance. Ma grand-mère, elle n'avait pas ce droit-là. Les femmes en Afghanistan, elles n'ont pas ce droit-là. Donc voilà, je dois m'adapter aux règles du jeu. Je dois essayer de moins déranger le moins dérangé possible. Ce qui fait que des femmes s'excusent d'être enceintes auprès de leur employeur, qu'elles passent sous silence toute la réalité de leur vécu, de leur corps, de leur santé aussi parfois, qu'elles ont une charge mentale de comment je m'habille, qu'est-ce que je dis, pourquoi est-ce que ça va me faire passer pourquoi en permanence, qu'elles doivent marcher sur un fil ténu entre leurs ambitions, leur vie personnelle, la conciliation, le sexisme ambiant. Est-ce que je réponds à la remarque sexiste du collègue ou pas? Non, je vais passer pour une féministe hystérique qui n'a aucun sens de l'humour et tout, et que tout ça, c'est très très lourd. Et moi, le but du livre, c'était de montrer toutes les contorsions qu'on fait, tout ce qu'on accepte, tout ce qu'on a intégré comme la normalité et qui est en fait absurde. Alors, vous parlez de nos grands... Alors, on va revenir évidemment sur toutes les contorsions auxquelles on doit se prêter, nous les femmes, pour être dans ces standards. Mais vous parlez de votre grand-mère et ça nous permet de revenir un petit peu sur l'histoire du travail des femmes qui date pas, contrairement à ce qu'on peut penser, des années 60. Mais les femmes ont toujours travaillé. Vous avez toute une première partie de votre livre qui est vraiment passionnante et très visuelle, en fait, qu'on imagine très bien, qui retrace en fait l'histoire du travail des femmes depuis le 19e siècle. Et on comprend que les femmes ont toujours contribué à l'enrichissement, au fonctionnement économique du pays, de façon évidemment très inégalitaire vis-à-vis des hommes, et peu reconnue. Je vais vous lire un petit passage pour que vous compreniez de quoi il s'agit, qu'on a choisi ensemble. Les paysannes ne sont donc pas que des paysannes. Cette main-d'œuvre discrète, dispersée à travers la campagne, domestique et massive, et pourtant invisible, et là on parle du Moyen-Âge, est une ressource indispensable pour le secteur textile en plein développement. Il n'y a pas d'usine, mais il y a le travail à domicile des femmes. Pour la famille, c'est un revenu supplémentaire, bien que plus que bienvenu. Et un peu plus tard, vous parlez de la révolution industrielle, la première, et vous dites... Les femmes coûtent moins cher et sont jugées plus dociles que les ouvriers. Les embaucher est un bon calcul pour rentabiliser plus vite l'investissement dans les machines qui les remplacent en partie. De l'autorité de leur mari ou de leur père, qui chapeautait leur travail à la maison, elles passent sous celle du patron et du contremaître. De la famille à l'entreprise, toujours la supériorité du masculin. Oui, il faut attendre 1907 pour toucher soi-même son salaire. Et qu'il ne soit pas versé à son mari ou à la famille directement. Et c'était important pour moi de commencer le livre par cette partie sur l'histoire du travail des femmes, qu'en fait je connaissais assez mal, honnêtement, parce que j'ai l'impression qu'on connaît mal cette histoire, enfin peut-être que certaines la connaissent, mais j'ai l'impression qu'on a un récit qui nous dit que les femmes travaillent depuis pas longtemps. Et ce récit, ça nourrit un sentiment d'illégitimité. Ça fait accepter aussi beaucoup plus facilement des inégalités en se disant les inégalités de salaire, le fait qu'il n'y ait pas de femmes en haut des organigrammes, ça fait que depuis les années 70 qu'on travaille, il faut être un peu patient. Alors qu'en fait, ces inégalités, elles ont plusieurs siècles, enfin, voire millénaires, mais moi, j'ai remonté quelques siècles avant. Et les femmes ont toujours travaillé, et ce mythe des débutantes, je l'appelle comme ça dans le livre, il nourrit vraiment des choses qui nous freinent encore aujourd'hui, de se dire on a été invité dans un monde d'hommes, on a de la chance, on doit s'adapter, alors qu'en fait on a toujours été sous-estimé. Donc juste voilà, pour donner quelques images, vu que c'est aussi très, très visuel, les femmes ont toujours travaillé, elles étaient agricultrices, elles étaient dans les champs, c'est toutes les ouvrières de l'industrie textile,
tous les vêtements qui ont été faits à n'importe quelle époque ont été faits par des femmes. C'était celles qui géraient le propre et le sale, c'était celles qui soignaient les gens, même les religieuses travaillaient. Ce sont des institutrices, ce sont des domestiques, il y a aussi des commerçantes, des boutiquières, il y a des modistes, il y a plein de noms de métiers hyper originaux qu'on a complètement oubliés, assez intéressants. Et tout ça pour arriver à un chiffre qui, moi, m'a vachement surpris, c'est que avant la Première Guerre mondiale, donc avant ce moment où on nous dit que les femmes ont commencé à travailler juste exceptionnellement en remplaçant les hommes à l'usine, avant la Première Guerre mondiale, c'est 30% de la population active. Et 30%, c'est pas rien. Et en plus, ce chiffre, il y a quand même très très forte probabilité pour qu'il sous-estime la part du travail des femmes. Parce qu'on voit aussi quand on se penche sur les statistiques et la façon dont les statistiques sont faites, que ça a toujours été une question, une équation compliquée de qualifier le travail des femmes. Qu'est-ce qui est du domestique, qu'est-ce qui n'est pas du domestique, qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui est du vrai, du faux travail, est-ce que c'est comparable au travail des hommes? Et en 1954, l'INSEE change de définition du travail agricole et, bon, je vous épargne les détails, mais en gros, c'est 1 million de femmes qui sortent des registres de la population active. 1 million d'agricultrices qui sont d'un coup considérées comme femmes d'agriculteurs et pas agricultrices. Et après, les statisticiens rétropolent, c'est-à-dire qu'ils ils recalculent les statistiques des décennies précédentes en fonction de cette nouvelle définition. Donc c'est même potentiellement plusieurs millions de femmes qui sortent. Et donc ça, c'est aussi un récit. On est absente des manuels d'histoire, on le sait, et c'est un récit qui nous fait croire qu'on a toujours été juste au foyer. Alors déjà, être au foyer, c'est très bien, hein, enfin voilà. Mais on a participé à la croissance, au progrès, à la construction des sociétés, au dynamisme économique. En fait, on a toujours été là. Et moi, je trouve que de dire aujourd'hui, les femmes ont toujours travaillé, on a toujours été là, c'est notre lieu, on est légitime, on a autant d'ancienneté que les hommes, ça change les choses sur plein d'échelles. C'est vraiment quelque chose, je trouve, assez utile. Et puis c'est dans cette histoire aussi que s'ancre la réalité de ce qu'on perçoit comme légitimement féminin, comme travail féminin, c'est-à-dire le travail du soin, les fameuses fonctions support qui nous éloignent des responsabilités, on en reparlera, mais toutes ces fonctions, tous ces métiers qui restent, on dirait spontanément, dévolués aux femmes. Vous dites, le travail semble acceptable quand il ne vient pas contredire la définition de la féminité. Ça, il y a quand même une ségrégation professionnelle assez forte qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers de femmes et il y a des métiers d'hommes. Donc les métiers de femmes, ça va être les métiers du soin, du care, du propre, du sale, dans la continuité du domestique, la couture, la cuisine, voilà. Là où il y a les métiers d'hommes, qui sont les métiers du dur, de la force, des outils. Encore aujourd'hui, il y a seulement 20% des métiers qui sont mixtes aujourd'hui, où on a autour de la parité dans les effectifs. Donc cette ségrégation-là, elle existe encore fortement aujourd'hui. Et le but aussi, c'est justement pas de dire aux femmes, pour lutter contre les inégalités de salaire, devenez ingénieur. Moi, je trouve ça hyper méprisant pour des femmes qui travaillent déjà et qui font un travail essentiel. Les sages-femmes, les infirmières, les aides-soignantes, toutes les auxiliaires de puériculture, des femmes qui ne peuvent pas être remplacées par l'IA. Donc disons aux hommes, soyez puériculteurs, sages hommes. Mais non, mais c'est très bien d'avoir de la mixité. Et en effet, il faut plus de femmes dans les métiers techniques pour penser les algorithmes, l'intelligence artificielle, pour éviter de reproduire des biais, évidemment. Mais on n'entend pas ce discours inverse. Donc moi, je trouve que c'est très condescendant de dire, pour combler les inégalités de salaire, faites comme les hommes. Et ça, c'est ce qu'on nous dit, en fait, globalement. Si vous voulez l'égalité, faites comme les hommes. Mais du coup, on récolte une double journée. Parce que certes, on a le droit de travailler, on a le droit de faire les mêmes études sur le papier, les droits sont là. Mais dans les faits, on n'a pas réparti la charge domestique et parentale. Donc ça nous fait des doubles journées de dingue. Et puis en fait, tout le monde n'a pas envie d'avoir la même carrière que l'homme classique, qui reste ce modèle de réussite. Et ce modèle du bon travailleur, qui est l'homme des années 60, qui sort de chez lui, qui doit être complètement disponible et à la merci de son patron, qui n'a pas à s'occuper de ses enfants, qui n'a pas à faire à manger, qui n'a pas à prendre soin de sa maison. C'est aussi de la condescendance vis-à-vis de ces activités-là, parce qu'il y a quelqu'un qui fait gratuitement pour lui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réussir
en prenant soin de son chez-soi, en prenant soin de sa famille. Voilà, on a l'impression que c'est pas possible et que c'est toujours en fait un dilemme du coup qui est posé aux femmes. D'ailleurs, il y a une équation que vous développez dans le prix à payer sur l'augmentation du nombre d'heures hebdomadaires dévolues au travail domestique qui, bizarrement, au moment du mariage ou de l'union, augmente chez la femme et diminue chez l'homme. Ah ouais, ça, il faut lire le livre d'avant. J'adore cette stat. Je peux dire rapidement, parce que c'est quand même toujours super drôle. L'INSEE a comparé le temps de tâches domestiques selon qu'on est un homme, une femme, célibataire, en couple ou avec un enfant. C'est vraiment très drôle, vous allez voir. Une femme célibataire fait 16 heures de tâches domestiques par semaine et un homme 11. Donc on se dit, les femmes sont plus propres ou les femmes sont plus maniaques. Ça dépend. Quand ils se mettent en couple, concubinage, elle en fait 23, il en fait 9. Donc là, c'est pas une question de maniaquerie. Et quand il y a un enfant, elle en fait 28 et lui, il en fait 10. Donc le père d'un enfant fait moins de tâches domestiques qu'un homme célibataire. Et donc là, le cerveau explose en général et on se dit il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, fondamentalement. Mais pour moi, dire aux femmes d'avoir les mêmes carrières que les hommes, c'est pas la solution. Dire aux femmes ne vous mettez surtout pas à temps partiel, déléguez à des nounous, occupez-vous moins de vos enfants, sortez-vous de ce truc de la maternité. Mais en fait, c'est pas de l'égalité, c'est pas du choix, c'est juste l'application d'un modèle ancien, obsolète, qui ne convient pas non plus aux hommes. Alors justement, ce que vous proposez, c'est de déconstruire ce système. Et pour ça, vous nous expliquez d'abord comment il marche, quelles sont les clés de la réussite, sur quoi repose la réussite professionnelle. Et il y en a 4. Le premier, c'est le syndrome du piqué. Oui. Alors dites-nous. Juste pour vous dire, parce que j'aime beaucoup inventer des noms de syndromes, du coup, il y en a beaucoup. En fait, j'ai voulu un peu prendre le contre-pied du syndrome de la bonne élève et du syndrome de l'impostrice dont on parle beaucoup. Et moi-même, donc je fais du coaching professionnel, j'en ai inventé 2 autres, le syndrome de la boule de cristal et le syndrome de la Miss. C'est en gros les syndromes qui limitent la carrière des femmes. Mais je me suis dit, au fond, très bien, c'est bien de s'affirmer, poser ses limites, se mettre en avant, très bien. Ok, je vais pas. Mais dans le fond, en quoi être victime du syndrome de la bonne élève, ça devrait être un frein à la carrière. Qu'est-ce que c'est être une bonne élève? C'est bien faire son travail, c'est avoir une bonne conscience professionnelle, c'est être très rigoureuse et voilà, ne pas trop faire son autopromotion parce qu'on considère qu'on n'a pas que ça à faire. Si ça freine une carrière, c'est quoi les bons syndromes du coup pour réussir? Et du coup, là, les 4 syndromes. Alors, le syndrome du piqué, c'est répondre à la culture du présentéisme, être très présente, faire des gros horaires, répondre à des mails, à des messages, à des appels tard ou le week-end, partir en séminaire sans dire j'ai 2 enfants à charge, je peux pas les faire garder comme par magie. C'est cette comédie humaine du présentéisme ridicule qui font que il y a plein de gens qui restent tard au travail, alors qu'en fait, ils lisent le journal ou ils regardent des trucs sur TikTok. Et ils travaillent pas vraiment, mais c'est se fendre du petit mail à 21h. Au fait, j'ai pensé à ça, en mettant 10 personnes en copie, pour faire genre qu'on est absorbé par le travail et qu'il n'y a que ça dans notre vie. Et c'est triste parce que ça nous dit que notre mérite supposé, notre motivation, notre investissement au travail se compte en termes horaires et pas en résultats. Et pas en efficacité. C'est pas le royaume de la méritocratie. C'est pas voilà. En fait, très simplement, la méritocratie n'existe pas dans le monde du travail aujourd'hui en entreprise. Donc, alors, ça dépend. Je vais pas faire un panorama hyper dramatique et déprimant. Ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises, ça dépend de son manager aussi parfois, ça dépend de la politique RH. Il y a des endroits qui sont quand même beaucoup plus progressistes là-dessus et qui réinventent la façon dont on travaille, heureusement. Mais voilà, si vous êtes dans une entreprise lambda et que vous partez à 17h, vous savez très bien ce que vous allez entendre. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut réussir en étant à 80%? En étant à temps partiel à 80%, en n'allant pas au travail le mercredi. Et ça, les femmes le savent très bien. Du moment où on ajuste et tout, on a l'impression qu'on va se traîner un boulet à vie. C'est « Ah bah oui, mais Sandrine, tu sais, elle a 2 enfants, elle est passée à 80%, elle va s'arrêter 6 mois en plus, là il y a un congé de naissance qui vient de sortir, elle va s'arrêter encore plus longtemps. » Donc, on sait qu'elle est moins motivée, elle est moins ambitieuse, elle est moins là, on sait que c'est pas elle qu'on va filer la promotion. Voilà. Donc, cette culture du présentéisme-là,
Il dessert évidemment les femmes parce qu'elles ont moins de temps disponible pour le travail, parce qu'elles ont 72% des tâches domestiques et parentales sur les épaules. Qui ne sont pas reconnues, qui ne figurent nulle part et qui n'ont aucune... Les hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Jamais ils iront à l'afterwork boire des coups avec les collègues ou le N+1 ou le N+2 parce que voilà, il y a leur femme qui est allée chercher leur femme ou leur mère. Parce qu'au passage, les grands-mères, ces femmes qui ont potentiellement été exclues du monde du travail passé un certain âge parce que les femmes se prennent l'agisme aussi dans la figure, elles représentent 23 millions d'heures de garde gratuite d'enfants par semaine. A-t-on des mamies dans l'Assemblée ? Je sais pas. Je sais pas, mais en franchement, tout cas, bravo à elles. C'est ça, c'est que le monde du travail, il repose aussi sur les femmes qui l'excluent, sur les femmes qui font du travail gratuit. Donc, voilà, il s'agirait aussi de reconnaître ça. Quand on regarde le temps de travail rémunéré et le temps de travail non rémunéré, les femmes travaillent plus que les hommes. Par contre, il n'y a pas un partage de la valeur équitable. Alors, un autre pilier de la réussite on va dire accepté par tous, c'est le syndrome du champion, faire son auto-promo permanente. Bah ça, c'est vraiment on sait qu'il suffit pas de bien travailler. C'est quand même super masculin, ça, pour le coup. Voilà, il suffit pas de bien travailler, il faut le faire savoir, il faut réseauter, il faut négocier, il faut parler de soi, il faut poster sur LinkedIn, il faut faire savoir ce qu'on fait, se mettre en avant. Donc c'est très bien parce que ça nous permet de nous autonomiser aussi et d'arrêter de dépendre de la bonne volonté de son chef pour nous augmenter ou pour filer une promotion et tout. Donc voilà, mais il faut avoir du temps pour le faire, parce que les femmes ont beaucoup moins, et il faut avoir de la confiance en soi. Et là, les femmes en ont aussi beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi dans l'idée que c'était aux autres de déterminer notre valeur. Et que se mettre la couronne sur la tête et dire « moi je suis formidable, je mérite 2 fois plus, et j'ai fait ça », on se dit, elle se prend pour qui, elle ? Elle est hyper prétentieuse, elle a les dents qui raillent le parquet. Parce que c'est ça aussi. Quand on le fait, on sait qu'on s'expose à un risque, le risque d'être jugée comme une femme qui ne reste pas à sa place. Les femmes qui demandent une augmentation de salaire ont beaucoup moins de chances d'obtenir gain de cause qu'un homme qui demande une augmentation de salaire. Donc, quand elles osent la demander. Voilà, et c'est aussi se prendre une autre forme de sexisme dans la figure. Donc le syndrome du champion, très bien, mais ça favorise les hommes. Ils ont plus de temps, ils ont plus confiance en eux pour le faire. Le syndrome du courtisan ? Le syndrome du courtisan, vous savez, il y a plein de noms de syndromes, j'adore. Le syndrome du courtisan, on sait que pour réussir, il faut aussi plaire à son chef. Il faut se faire bien voir. Voilà. Et que parfois, ça va même créer un conflit entre nos valeurs professionnelles et ce qui se fait. Là, on fonce droit dans un mur, on a pris une mauvaise décision. Si j'en parle, je vais me faire stigmatiser, mon chef va pas être content, ça va le vexer. Voilà, donc il y a plein de femmes qui font des contorsions pas possibles pour leur carrière pour arriver jusqu'au poste de pouvoir. Et elles se disent, ça y est, j'arrive dans le board, au COMEX, au CODIR, génial, je suis dans l'endroit où ça se passe, tous ces efforts ont payé, je vais faire partie des gens qui prennent les décisions stratégiques importantes, un lieu d'émulation intellectuelle, je vais avoir un impact. Et elles ouvrent la porte, elles découvrent des tables remplies d'hommes qui se ressemblent tous et qui parlent, mais en fait, le niveau n'est pas du tout là où elles pensaient. Et c'est la cour du roi, avec le PDG ou le patron et tout le monde qui le brosse dans le sens du poil et qui vient ménager sa place. Et ça, c'est l'effet boys club aussi. C'est beaucoup plus facile d'être un courtisan quand on est un homme, quand on ressemble à son chef, quand on a la même disponibilité horaire, quand on fréquente les mêmes cercles de pouvoir, les mêmes centres d'intérêt. Et moi, ça me fait un peu rire quand on continue de questionner les quotas et qu'on dit « oui, mais mettre des quotas, mais vont-elles être vraiment compétentes ?» Attends, on va regarder l'organigramme ou juste le board, le COMEX, avec des mecs qui ont la même couleur de peau, qui ont la même couleur de cheveux, qui ont les mêmes costards, qui ont fait les mêmes écoles, les mêmes diplômes, qui vont faire le golf ensemble ou le tennis ou le machin et qui se connaissent tout, sont-ils là parce qu'ils sont compétents ? Ou sont-ils là peut-être pour d'autres raisons ? Ça, on ne demande pas. Et donc je trouve qu'il y a vraiment une forme d'indécence de la part de ces hommes qui ne savent pas se regarder eux-mêmes et se dire mais en fait, est-ce que vous êtes là parce que vous êtes compétent ou parce que peut-être vous êtes monté
pas pour les bonnes raisons. Et c'est là où, en fait, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le monde du travail, parce qu'on dit que la règle, c'est la viabilité économique, la performance, la rentabilité. Mais le présentéisme, cette culture de l'autopromotion et cette culture de la courtisanerie, ça ne fait pas monter les gens les plus compétents, ça ne fait pas prendre les meilleures décisions et ça ne sert pas les résultats. On a je ne sais pas combien d'études qui nous démontrent que plus de mixité, plus de diversité, plus d'égalité, plus d'inclusion, c'est plus de performance. Bon, on peut se dire que c'est un peu malheureux de devoir tout justifier par la performance, mais très bien. Si c'est ça vraiment la boussole, allons-y. On voit que les entreprises qui sont cofondées par des femmes surperforment. Et ce n'est pas un argument. Donc, soi-disant, ce monde qui marche à la rationalité, non, il marche à la reproduction de certains privilèges qui vont favoriser les hommes. On dit 2 mots de la culture bro. La culture bro, c'est un peu la 4e règle de réussite, c'est-à-dire s'intégrer, savoir montrer patte blanche, savoir faire partie de la maison. Voilà, il y a des entreprises qui disent ici c'est la maison, il y a un truc vraiment d'appartenance très fort. Et parfois, cette culture d'entreprise, elle est très masculine. Ça va être les activités de team building, ça va être la culture de l'alcool. On va faire des séminaires, des open bars, des trucs comme ça qui sont hyper glissants pour les femmes parce que si elles sont ivres, elles vont en entendre parler pendant 15 ans. Martine, tu te rappelles la fois où elle est montée sur la table, voilà. Alors que Jean-Michel a un droit à l'oubli vraiment bien plus... Voilà. Bon, c'est Jean-Michel et puis... voilà. Et puis, une culture de l'alcool, c'est potentiellement plus de réflexion sexiste, voire d'agression sexuelle, et qui ne sont pas forcément considérées par l'entreprise. Il n'y a pas forcément de responsabilisation derrière. Donc, c'est vrai que cette culture bro, parfois, ça va même dans les trucs de mobilier. Quand vous êtes dans un open space où il faut marcher 5 minutes pour prendre l'appel d'urgence de la crèche et d'avoir un peu de vie privée, on se dit, en fait, même l'espace n'est pas forcément pensé pour ça. Quand vous avez que des escaliers transparents, quand vous avez que des fauteuils et des canapés blancs, vous savez de quoi je parle. Voilà, souvent c'est un peu triste, mais je dis le meilleur endroit parfois pour les femmes pour décompresser et aussi pour vivre leur santé au travail, c'est les toilettes. Voilà. Je pense que ça fait aussi, ça dit quelque chose. Alors là, je divague un peu, mais en tant que femme, notre corps ne peut pas exister tel qu'il est. Mais enfin bon, on en parlera peut-être après, je sais pas. Si, on peut parler du corps des femmes, ça faisait partie des choses que j'allais justement évoquer avec vous. Vous parlez en fait d'une femme qui finalement doit se contorsionner pour répondre à ces règles imposées par les standards masculins. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée d'être finalement très élastique ? Oui. En fait, c'est ça, une fois qu'on a compris ces règles du jeu, on se dit, bon, pour tout avoir, je vais essayer de faire le maximum, de me contorsionner. Donc c'est déjà essayer d'être cette Wonder Woman que j'ai envie de supprimer de l'espace-temps. Le mythe de la Wonder Woman, c'est tout avoir en faisant tout toute seule. Vraiment, un truc de charge solitaire de la conciliation. Donc, c'est essayer de tout faire avec des to-do list impossibles et culpabilisantes. Ça mène souvent au burn-out, tout en le taisant dans la sphère professionnelle. Ne parle pas de la maladie du petit dernier à la machine à café parce que tu vas te faire étiqueter maman de service. Voilà, donc en fait, c'est toujours un arbitrage permanent entre ce que je dis, ce que je laisse entrevoir ou pas, est-ce que je parle de mes problèmes personnels parce que ça va me poursuivre ou pas. C'est aussi de la charge de comment je m'habille, qu'est-ce que je dis. C'est aussi parfois mettre en place des stratégies d'évitement, notamment en cas de harcèlement sexuel. Et c'est aussi masquer son corps. Moi, je me suis dit en écrivant le livre, en fait, le corps des femmes tel qu'il est ne peut pas exister au travail. En tant que femme, on peut connaître différents événements au cours d'une vie, avoir ses règles douloureuses, avoir de l'endométriose, avoir des urgences gynécologiques et mammaires, des interruptions de grossesse, une boule au sein à faire checker immédiatement, voilà, un parcours de PMA difficile, un premier trimestre de grossesse éreintant. Franchement, qui a dit la grossesse n'est pas une maladie ? C'est pas une maladie, mais c'est quand même sacrément handicapant quand tu as envie de vomir et que tu as besoin de dormir 12 heures par jour, enfin, pardon. Et donc, de demander aux femmes de faire comme si de rien n'était,
sur cette période, alors que c'est le moment où il y a le plus de risques de fausses couches et qu'elles sont le plus fatiguées, qu'elles ont besoin le plus d'aménagement. Et là, je vous renvoie au très bon livre de Judith Takien, 3 mois sous silence, qui parle de ça. Donc ça, c'est aussi d'une hypocrisie folle et on surresponsabilise les femmes pour ça. Après, bon, il y a le reste de la grossesse, le postpartum, et puis la ménopause. Qu'est-ce que c'est notre réflexe pour vivre ces choses-là dans le monde du travail? C'est d'aller aux toilettes ou c'est de poser des congés sans solde et des RTT et de n'embêter personne avec ça. Finalement, il y a cette petite voix permanente qui dit qu'avec les femmes, c'est toujours plus compliqué, que finalement... En fait, ouais, on a la charge de démontrer qu'on est comme les hommes et qu'il n'y a aucune différence. Alors qu'en fait, il y a des différences. Et moi, ça, je vois que parfois, il y a un décalage de génération des femmes qui ont plus autour de 60 ans, qui disent « Ouais, mais parler du congé menstruel, on ne parle pas de ces règles en entreprise. On a tellement œuvré pour ne pas être ramené à notre corps, à notre biologie. Et là, vous voulez parler du congé menstruel et en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. » Je les comprends. Et en même temps, je pense qu'il est temps d'admettre qu'on n'a pas les mêmes contraintes et qu'on a... Alors parfois, c'est les questions des tâches domestiques et parentales, oui, on pourrait avoir une meilleure répartition, certes, mais il y a des choses où on est juste différent et c'est pas à nous de nous taire et de nous suradapter à ça. Donc le corps des femmes ne peut pas exister tel qu'il est et d'un côté, on est toujours ramené à ce corps. En entretien, on demande encore, est-ce que vous comptez faire des enfants? Le corps des femmes, il est ramené à certaines perceptions et stéréotypes, notamment il est ramené au statut d'objet sexuel. De comment elle s'habille, comment machin, est-ce que, attention, elle va pas un peu trop avicher. Donc en fait, on a l'impression que c'est énormément de contorsions pour essayer de se fondre dans un modèle où on montre patte blanche. J'appelle ça du coup globalement le syndrome de la chemise blanche. C'est qu'on doit endosser un habit qui n'est pas le nôtre et on doit montrer patte blanche et s'adapter. Et en fait, quand bien même on fait tout ça, eh ben, on n'est même pas sûr de récolter ce qu'on mérite, tellement il y a de doubles standards dans le monde du travail. C'est-à-dire les doubles standards, ce qui vaut pour l'homme ne vaut pas pour la femme et vice-versa. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner qui sonneraient comme une petite réalité déjà vécue? Quand on accède à un poste de pouvoir, déjà on n'y accède pas forcément de la même façon. Il y a ce qu'on appelle la falaise de verre, c'est-à-dire qu'on laisse les places de pouvoir aux femmes quand il y a un très fort risque d'échec. C'est typiquement Theresa May qui devient Premier ministre du Royaume-Uni après le Brexit. Merci, sympa. Voilà. Quand on accède à un poste de manager, l'autorité d'une femme va être beaucoup plus remise en question. Ses compétences vont être remises en question. Est-elle là pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle n'est pas un peu hystérique? Est-ce qu'elle n'est pas un peu autoritaire? Alors qu'un homme qui fait preuve d'autorité, on va dire que il a du leadership, et il a une vision. Et voilà. Dans les soft skills aussi, on parle beaucoup des soft skills comme les nouvelles super compétences. On n'a aucun problème pour coller à Jean-Michel plein de soft skills quand il prend 6 mois de congé sabbatique pour faire le tour du Pacifique en voilier. Génial, visionnaire, leadership, audace, autonomie, voilà, tout ça super. Une mère au foyer qui s'arrête de travailler pendant 2 ans, on a juste l'impression qu'elle a été allongée sur son lit, qu'elle a regardé le plancher, le plafond, et qu'elle n'a rien fait. Alors qu'il n'y a pas plus soft skillé qu'une mère au foyer, en fait, qui a géré une charge mentale de dingue, des plannings, qui a dû faire preuve d'écoute, d'empathie, d'organisation. Mais ça, face à un recruteur, une mère au foyer qui arrive, c'est comme une page blanche de plusieurs mois, plusieurs années. Donc là-dessus, il y a des doubles standards. Il y a aussi des doubles standards. Quand on monte son entreprise, on dit aux femmes, soyez ambitieuses, devenez chef d'entreprise, mais quand elles essaient de lever des fonds, elles récoltent beaucoup moins. Et pas forcément parce qu'elles demandent moins, mais parce qu'on leur donne moins. Et ça, c'est tout le travail du collectif Sista que vous devez peut-être connaître, qui montre qu'en fait, il n'y a que seulement 2% des fonds de capital risque qui sont versés à des startups, à des entreprises créées par des femmes ou cofondées par des femmes. Donc, quand bien même les études montrent qu'elles surperforment. Donc, c'est là où, encore une fois, soi-disant, on répond à de la rationalité, mais pas du tout. On va favoriser des hommes qui nous ressemblent. Qui donne l'argent? Principalement des hommes. Donc là, il y a encore beaucoup de doubles standards. Alors, on est sur la description d'un certain nombre d'inégalités. Je crois qu'on peut utiliser le mot. Au-delà de la litanie d'une liste
de faits irréfutables et désespérants. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution, Lucie? Vous m'avez dit, moi je suis quand même une grande optimiste quand on s'est parlé pour préparer cet entretien. Alors j'écris des livres un peu, voilà, on peut se dire, oh, c'est déprimant et ça met en colère, mais pour moi la colère c'est très très sain. Parce que la colère, ça renvoie la responsabilité au bon endroit, de se dire en fait, c'est pas moi qui fais les choses mal, c'est pas moi qui ai à culpabiliser, c'est quand même une certaine culture RH, une certaine culture d'entreprise, le monde du travail qui marche un peu sur la tête, donc saine colère parce que soulagement, remettre la responsabilité au bon endroit. Dans le coaching, la responsabilité, c'est vraiment une notion hyper importante, donc j'aime bien parler de ça. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste par ailleurs. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Après, les conseils que j'ai envie de donner, ça serait déjà d'accepter de ne pas plaire aux autres. Ça, c'est un truc, je trouve assez, qui change beaucoup de choses. C'est ce que j'appelle le syndrome de la miss, du coup. C'est ce besoin qu'on a, parce qu'on a été élevé comme ça, de se dire j'ai envie que mes collègues pensent que je suis sympa, j'ai envie d'être appréciée de la part de mon patron. J'ai des femmes qui me disent encore je négocie pas mon salaire parce que j'ai pas envie que mon patron pense que je travaille pour l'argent. Bon, lui, je pense qu'il travaille pas pour... mais donc quand on arrive à se dire en fait je vais pas plaire à tout le monde, j'ai le droit de dire non. Je vais le dire très grossièrement, mais j'ai le droit d'être chiante. J'ai le droit d'être pénible sur ce point de négociation, d'être exigeante, de ne pas aller vers le consensus, ne pas déranger, ne pas s'excuser d'annoncer sa grossesse à son employeur, parce qu'en fait, juste le droit du travail nous protège aussi beaucoup. C'est assez intéressant de se pencher sur le droit du travail. Hein. On voit qu'en fait, la loi nous protège assez, mais que c'est souvent pas raccord avec la culture. Il y a même plein de managers qui ne sont pas formés à l'annonce d'une grossesse, de ce qu'il faut dire, comment il faut réagir et tout. Donc, essayer de ne pas plaire aux autres, demander plus tout le temps, demander trop, parce qu'une bonne négociation, c'est un compromis. Faire ses choix sans s'excuser, ne pas se dire qu'il y a un seul bon choix. Si vous avez envie de passer à temps partiel, évidemment, ça va être de la perte économique, mais en fait, si c'est fondamental, important pour vous, si ça vous permet d'avoir l'équilibre que vous souhaitez, faites-le. Enfin, voilà, Après, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour bien vivre leur travail, leur vie professionnelle, leur carrière, deviennent indépendantes, montent leurs entreprises et réinventent les règles du jeu à leur façon, et ça marche. Ce qui est courageux. Bien sûr. Alors parfois, on n'en a pas forcément les moyens, mais si on en a l'envie, si on a aussi un tempérament qui fait qu'on se sent capable et qu'on a du plaisir aussi à ça. C'est important, le plaisir dans le travail. C'est génial, je trouve, d'avoir l'occasion d'avoir un travail qui nous ressemble, qui respecte tous nos besoins, toutes nos valeurs, même si oui, parfois c'est vertigineux, parfois on s'expose à de la précarité. Moi je sais que je suis indépendante, j'ai été salariée au début de ma vie professionnelle. Maintenant ça fait depuis 2017 que je suis indépendante. J'ai un enfant de 2 ans. Il n'y a pas une semaine où je me dis pas comment j'aurais fait si j'étais salariée. Et voilà, après chacun fait son truc. Je dis pas qu'il faut pas être salarié, mais être dans un endroit où on a l'impression qu'on peut être soi-même, qu'on n'a pas à se cacher, qu'on n'a pas à se contorsionner. Ce qui est difficile, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut être comme ça? Parfois, dans le coaching, on dit, si vous n'êtes pas bien à un endroit, allez voir ailleurs, allez vers des espaces, des entreprises où vous serez plus respecté, vous serez plus valorisé. Mais est-ce que ça existe? Voilà. Et parfois, il faut le créer soi-même. Mais par contre, quand on le fait que ça marche, c'est tellement libérateur, je trouve. Et alors, du point de vue des responsables politiques, de la législation, qu'est-ce qu'on peut envisager? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter justement pour faciliter un peu ce changement de paradigme dont on est quelque part victime? Alors, voilà, en fait, il y a différents niveaux de responsabilité. Certes, on peut faire du coaching et changer son comportement à l'échelle individuelle. Il y a des choses qui peuvent être faites à l'échelle d'une entreprise, des politiques RH, et puis il y a des choses qui peuvent être faites au niveau plus politique. Revaloriser les métiers majoritairement féminins.
C'est obligatoire de réviser les grilles de classification des métiers. Donc là, on parle de salaire, on est d'accord? On parle de salaire, ouais. Et puis on parle de reconnaissance de la pénibilité, parce qu'aussi les critères de pénibilité actuels, ils laissent les métiers majoritairement féminins dans un angle mort. C'est-à-dire qu'une aide-soignante qui porte des corps, qui a une charge émotionnelle très lourde parce qu'elle se confronte à la mort, à la maladie, à des relations compliquées parfois avec les patients, avec la famille des patients, elle n'a aucun critère de pénibilité en fait reconnu. Il n'y a pas de part de charge lourde, il n'y a pas de charge émotionnelle et tout. Les femmes sont quand même 2,5 fois plus victimes de maladies psychiques liées au travail. Les accidents du travail explosent chez les femmes. Depuis 20 ans, on a plus 40% d'accidents du travail chez les femmes contre moins 27% chez les hommes. C'est les chiffres de l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, que je vous recommande de regarder. Donc déjà ça, reconnaître les critères de pénibilité. Une auxiliaire de puériculture qui est exposée au bruit de nourrissons qui pleurent ou qui crient toute la journée, elle n'a pas le critère de pénibilité du bruit. C'est pas reconnu. Donc ça, changer les critères de pénibilité, changer les grilles de classification pour revaloriser les métiers majoritairement féminins, c'est déjà leur apporter tout de suite plus d'argent et plus de reconnaissance. Après, on pourrait aussi évidemment allonger le congé paternité. Et sa rémunération? Et sa rémunération, oui, voilà. Si on prend l'exemple par exemple de la Suède dont on parlait tout à l'heure. En Suède, il y a quand même 480 jours de congé parental à se partager, dont 390 payés à 80% du salaire. Comparaison avec la France, on a 4 mois de congé maternité. La France, on a 16 congé paternité. On a 28 jours de congé paternité et 16 semaines de congé maternité. Après, actuellement, on passe au congé parental, c'est 450 € par mois, c'est pris à 94% par des femmes. On se demande bien pourquoi. Là, on va avoir le congé de naissance qui va arriver, où c'est du coup, suite au congé paternité ou au congé maternité, un mois de congé payé 70% du salaire et un deuxième mois payé 60% du salaire. Moi, je ne crois pas que les hommes vont se passer de 30 à 40% de leur salaire parce que dans 75% des couples, c'est les hommes qui gagnent le plus et que parfois on peut juste économiquement pas se priver de un tiers du plus gros revenu de la maisonnée. Bon, à voir, mais voilà. Mais donc, rallonger le congé paternité déjà pour qu'il soit de durée égale au congé maternité, mieux rémunéré si on prolonge ces congés-là. On a pu créer un droit à la déconnexion. Ça serait intéressant de créer un droit à la conciliation des temps de vie, de vraiment faire que, notamment notre rapport horaire au travail, qu'on arrête de faire des réunions à 17h, qu'on arrête de faire des réunions à 8h30. Qu'on bloque les mails à 18h. C'est pas possible. Ouais, en fait... Pourquoi pas? C'est toujours au bon vouloir de l'entreprise aujourd'hui. Et il y a des entreprises qui le font et elles ne se sont pas effondrées pour autant. Mais vraiment de le penser comme quelque chose de culturel. En Suède, si vous terminez à 17h, c'est que vous avez mal fait votre travail. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Encore, c'est que tu ne sais pas t'organiser, c'est que tu ne sais pas bien travailler. De reconnaître quand même aussi que les autres dimensions de notre vie, de gestion de la petite enfance, de l'aidance, la majorité des aidants sont des femmes. Pour 40% d'entre elles, ça a eu un impact sur leur vie professionnelle. C'est aussi très, très lourd. Que ces autres dimensions-là, elles sont importantes pour notre société. Ce n'est pas du travail rémunéré, mais c'est quand même du travail qui est là et du travail qui doit être reconnu. Donc ça aussi, il y aurait d'autres... l'accompagnement des aidants, évidemment créer plus de places en crèche. Aujourd'hui, il manque 230 000 places en crèche et qu'il y a un parent sur 5 qui est contraint de garder son enfant lui-même. Je vous laisse deviner qui est ce parent, si c'est le père ou la mère. Bon, voilà. Donc tout ça a un impact. Et je pense que c'est aussi aux politiques d'œuvrer pour qu'il n'y ait pas autant de renoncements et autant de stigmatisation aussi pour des femmes qui juste prennent soin de leur famille. C'est un peu triste quand on dit, il y a des sondages, quels sont... est-ce que vous faites passer vos enfants avant votre carrière? Les femmes répondent évidemment à des pourcentages très élevés que oui, et on dit, vous voyez, elles se laissent encore bouffer par la maternité. Non, en fait, quand on fait un enfant, a priori... on en est responsable et on le fait passer en priorité, c'est ça qui devrait être normal. Et de la même façon, on dit qu'est-ce que la maternité fait à la carrière?
Mais qu'est-ce que le monde du travail fait à notre façon d'être parents aujourd'hui? Et j'inclus les hommes là-dedans. Quand on vous demande de faire 9h, 18h30 et que votre enfant il se couche à 19h30, il vous reste quoi comme temps dans la semaine pour votre famille? Comment est-ce qu'on essaie de bien manger, de faire du sport, de bien dormir, de gérer ses enfants, de gérer ses grands-parents ou ses parents en ayant très peu de temps libre en fait? Mais est-ce que vous pensez vraiment, Lucile, et j'imagine que c'est la question qu'on doit toutes se poser ici, que c'est possible de changer ça, parce que c'est ancré dans un inconscient collectif qui est j'allais dire, qui existe depuis la nuit des temps. Ben oui, c'est possible parce qu'il y a quand même des entreprises qui font autrement, il y a des pays qui font autrement. Voilà, en Espagne, le congé paternité, il est durée égale au congé maternité. On parlait de la Suède tout à l'heure. Il y a des entreprises qui sont volontairement passées à la semaine de 4 jours. Et elles ont récolté des super résultats. Il y a Marine Allary qui est là, qui a créé un coworking avec espace de crèche. Enfin, Dieu merci, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça partout, quoi, y compris à Paris. Donc, ce qui est pas mal quand même, c'est qu'il y a des femmes qui créent de nouveaux modèles aussi. Et on voit que ça marche et que c'est utile. Donc, pas être dans une forme de fatalisme, c'est quelque chose quand même de très français aussi, la culture du présentéisme, ce truc très vertical du management. Vous allez aux États-Unis, alors bon, je vais pas vous dire que les États-Unis c'est le paradis de l'égalité, surtout pas en ce moment, mais seulement 15 jours de congé par an, les pauvres quoi, enfin pardon, mais aux États-Unis, si vous travaillez bien, vous grimpez, là où en France on a un truc très d'attendre son tour, d'attendre 15 ans d'ancienneté avant de pouvoir monter les marches, donc il y a quand même des modèles différents qui existent et il ne faut pas être dans une forme de fatalisme en se disant que c'est comme ça partout et que ce sera comme ça pour la nuit des temps. Et pour accélérer le changement, vous invitez les femmes aussi à être solidaires, à se serrer les coudes. Voilà, ça semble. Bah oui, la sororité, c'est très utile. C'est très beau et c'est très utile. Alors quand on dit sororité, il y a plein de gens qui pensent que c'est le truc cucu des femmes sur un arc-en-ciel qui se tiennent la main en disant on est toutes d'accord, c'est formidable, on s'adore. On peut être dans la sororité sans être d'accord avec toutes les femmes, sans aimer toutes les femmes, sans être obligé de travailler ensemble. Être dans la sororité, c'est avoir conscience qu'on subit les mêmes inégalités, qu'on subit ce même contexte systémique qui est quand même qui méprise les femmes et le travail qu'elles font. Donc de se soutenir dans cette lutte-là, de se parler. Moi je dis toujours, c'est génial quand les femmes elles se parlent d'argent, vous allez 2 fois plus vite en fait. Vous allez 2 fois plus vite. Combien t'es payé, combien tu demandes, est-ce que je fais plus, mais oui fais plus. Voilà, c'est du coaching collectif aussi, de se parler de ce qu'on vit. Et ça c'est un peu toute la magie des réseaux sociaux. Et on l'a vu avec MeToo aujourd'hui, des problèmes qu'on a longtemps pensé être des problèmes personnels, individuels. De non mais c'est juste moi, nanana, on se rend compte qu'on les vit toutes et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus général quoi. Et moi ça je l'ai vu avec le prix à payer aussi, j'ai eu plein de messages de lectrices qui m'avaient dit mais ça a mis des mots sur ce que je ressentais mais je pensais que c'était moi qui me prenait trop la tête. On nous dit tout le temps qu'on nous prend trop la tête aussi, donc non, oui mais pourquoi on se la prend? Donc se parler entre soi, c'est aussi gagner en lucidité, trouver de la force et du courage. Moi, je trouve aussi, il y a une partie dans le livre où je me demande, est-ce que le travail des femmes est une cause familiale comme le travail des hommes? Vous voyez, un homme qui a une très bonne opportunité professionnelle, on lui dit, vas-y, fonce, on va se débrouiller. Une femme qui a une super opportunité, on lui demande comment tu vas faire. Et à quel point est-ce que notre cellule familiale, elle nous soutient, elle nous écoute, elle nous encourage? Ça peut être le conjoint, mais ça peut aussi être les parents et tout. Et moi, je remarque que les femmes, souvent, le meilleur soutien qu'elles ont professionnellement, c'est leurs amis. IES. Et que ça dit aussi quelque chose de l'écoute qu'on a, de la bienveillance qu'on a et de la façon dont on s'encourage. Alors justement, pour conclure cet entretien, on y passerait encore beaucoup de temps avec vous, Lucile. Je vous propose de vous écouter sur ce que vous dites d'un monde idéal au travail à la fin de votre livre. Dans ce monde du travail idéal, nous n'avons pas à négocier notre salaire. Nous sommes rémunérés selon nos résultats. Les salaires bénéficient de plus de transparence et de critères d'attribution clairs. Nous n'avons pas à changer d'orientation. Les métiers sont revalorisés à hauteur de leur utilité sociale et de leur caractère essentiel pour le bien commun. L'égalité n'a pas à se justifier par le gain et la croissance. Elle n'est plus une quête individuelle ni un enjeu de performance. Dans ce monde du travail, on ne badge pas. Chacun est responsable de ses horaires tant que le travail est réalisé in fine.
Les réunions avant 9h30 et après 16h30 n'existent plus, comme dans tous les pays d'Europe du Nord. Les horaires de travail ne dépassent pas 17 heures, le temps de travail est même réduit. Nous avons plus de temps pour vivre bien. Les activités comme le bénévolat, l'associatif sont considérées comme productives, car indispensables à la bonne marche de notre société et de notre démocratie. Merci infiniment, Lucie, Merci pour beaucoup. cette belle intervention.